Bonjour. Bonjour, Alors, pourriez-vous vous présenter donc vos études et votre parcours professionnel? bien sûr, Philippe Arsac, président de Rowin Consulting Group. J'ai une expérience professionnelle qui est double. D'une part, dans le domaine des systèmes d'information, où j'ai été DSI, et d'autre part, dans le domaine des ressources humaines, où j'ai été DRH. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma pratique professionnelle est une synthèse de mon expérience professionnelle et de mes études initiales, qui étaient donc des études d'ingénieur et de doctorat en informatique, en intelligence artificielle pour être plus précis. Donc, vous avez fait un doctorat. C'est ça, Vous absolument. avez commencé un doctorat et vous avez... alors, qu'est-ce que vous pensez de cette formation? Cette formation est excellente. Si vous voulez, en France, elle est peu valorisée pour un certain nombre de raisons qu'on pourrait détailler, qui sont à la fois pour des raisons d'ordre économique et d'autre part d'ordre culturel. D'accord. Alors, quelles sont pour les raisons culturelles? Pour les raisons culturelles, la France a une culture très liée dans l'industrie aux grandes écoles, et l'industrie donc est peu habituée à accueillir des chercheurs en son sein. De l'autre côté, les chercheurs ne sont pas forcément familiers des cultures des entreprises, en particulier sur les aspects économiques. Donc tout ceci donne finalement un certain fossé entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, ce qui est tout à fait dommageable et ce qui est différent de beaucoup de pays, en particulier les pays anglo-saxons, dans lesquels les docteurs sont beaucoup plus valorisés. Mais là, en fait, la raison n'est pas uniquement du côté de l'industrie et n'est pas uniquement du côté de la recherche. C'est-à-dire, c'est un double problème de culture et de motivation et de compréhension finalement des enjeux. Mais vous-même, vous avez réussi à mélanger les deux, la recherche Moi et j'ai un l'entreprise. parcours, absolument, moi j'ai un parcours si vous voulez qui était un petit peu atypique dans la mesure où je me suis à la fois imprégné d'une culture de grandes écoles et une culture de recherche. Et d'autre part, j'ai eu la chance de mener des études doctorales dans un cadre industriel, ce qui fait que j'avais un pied un peu des deux côtés. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, parce que finalement ça permet d'avoir une finalité dans la recherche et de voir les applications potentielles qui peuvent en découler. Alors évidemment, là je ne parle pas de recherche fondamentale, mais je parle de recherche appliquée. La plupart des doctorats sont dans ce cas-là, beaucoup de doctorats sont dans ce cas-là. C'est un peu dommage de partir dans des études qui finalement aboutissent à une impasse et qui font que beaucoup de docteurs ne travaillent pas par la suite dans leur domaine d'activité, où un certain pourcentage est déclassé par rapport aux compétences qu'il a acquis. Et d'autre part, il y a un autre aspect qui n'est pas tout à fait mis en avant et compris, c'est que l'innovation, c'est quelque chose d'universel. Et si on innove dans un domaine de recherche quel qu'il soit, même dans un domaine qui est un peu éloigné, l'état d'esprit de chercher et d'avoir envie de trouver surtout, ça c'est quelque chose de tout à fait universel. C'est d'ailleurs ce qu'avait évoqué Schumpeter dans une des caractéristiques de l'entrepreneur. En premier lieu, il citait la capacité à innover. D'accord. Et donc, peut-être que vous allez présenter Eurowin. Bien sûr, Et allez-y. bien sûr, Eurowin est un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine des systèmes d'information. Donc, j'en suis un des fondateurs et le président, et ça va donc dans la logique de tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Et les associés d'Eurowin étaient dans la même démarche, et nous avons donc créé ce cabinet pour travailler avec des grands comptes principalement, pour leur amener finalement des personnes motivées qui soient vraiment des piliers pour construire des projets, bâtir des projets à différents
niveaux de la hiérarchie, c'est-à-dire que nous sommes reconnus à la fois comme des professionnels qui sommes capables de recruter des directeurs de systèmes d'information et d'organisation, qui est le sommet, on va dire, de l'organigramme des systèmes d'information. Ce sont des gens qui, sur un plan mondial, peuvent dépendre d'un président multinational, etc. Donc c'est vraiment du top management. Et d'autre part, nous travaillons, d'ailleurs le plus fréquemment, parce qu'il y a davantage de postes à pourvoir dans le domaine que je vais citer, c'est-à-dire des chefs de projet, des directeurs de projet, des directeurs des études, des directeurs de production, autrement dit, des gens que l'on qualifie de middle management. Donc nous avons ces deux axes de travail et nous nous efforçons et nous réussissons à bien cerner la motivation des personnes et trouver les personnes qui ont à la fois la compétence et la motivation. C'est l'assurance de la pérennité d'un recrutement, puisque dans ce cas-là, on a vraiment une adéquation que je qualifie d'adéquation de valeur entre les grandes lignes de stratégie, de fonctionnement de l'entreprise, et puis quelqu'un qui a envie de se diriger dans cette direction-là. Et après, bien sûr, il travaille autour de projets, il a certaines compétences, etc. Je dirais que ça, c'est le quotidien, mais il a des objectifs qui sont alignés sur les ambitions de l'entreprise. Ça, c'est très important à cerner et à mettre en œuvre. Et d'autre part, nous avons également, dans une proportion un petit peu moindre, mais qui est importante et qui complète notre pratique, une activité de coaching de dirigeants de systèmes d'information qui nous permet aussi de recueillir constamment l'évolution de ces professions, tout en aidant ces professionnels à avoir du recul et à les aider dans leur communication, dans leur management, etc. Mais le cabinet est entièrement dédié à la création, finalement, à la constitution, à l'aide à la constitution d'équipes performantes pour nos clients. Est-ce qu'il vous arrive de voir des CV de docteurs qui arrivent chez vous? Tout à fait, bien sûr. La réponse par rapport à ces CV va dépendre, comme je vous l'ai dit précédemment, du besoin que nous avons ou que nous n'avons pas, et aussi de la motivation et du parcours plus détaillé de ce docteur, bien sûr. Moi, j'ai été amené en recruter, d'une part pour des projets d'architecture de système, aujourd'hui qui sont tout à fait à la pointe des préoccupations des entreprises, des architectures de systèmes d'information complexes, également dans la gestion électronique de documents. Voilà, donc j'en ai recruté plusieurs, mais il faut bien dire que ce n'est pas la majorité non plus des candidats que nous recevons ou même que nous chassons dans les entreprises, parce que finalement ils ne sont pas aussi présents que des ingénieurs ou que des gens finalement de l'université qui se sont arrêtés à un niveau Bac+5 ou Bac+4 ou 5, puisque aujourd'hui les universitaires sont bien connus des entreprises, contrairement à il y a quelques années où effectivement les grandes écoles avaient une plus-value beaucoup plus importante. Ça reste le cas, mais les universitaires sont appréciés justement de par leur culture technique, de par leur autonomie, de par leur compréhension, on va dire en général, de leur culture scientifique et des technologies. Il leur manque parfois cette culture d'affaires qu'ils peuvent ensuite acquérir d'ailleurs. Après, les candidats qui partent en direction d'un doctorat, s'ils ne gardent pas le pied dans finalement cette culture industrielle, ou s'ils ne l'acquièrent pas, à ce moment-là, ils peuvent se trouver décalés par rapport à un besoin et rester parfois, c'est un peu dommage, cantonnés à des domaines très pointus et techniques dans lesquels ils peuvent exceller, mais ils pourraient aussi exceller dans des domaines plus vastes. Et... Dans des postes de management, par exemple. Oui. Ou dans des startups, comme il peut avoir dans des pays anglo-saxons, c'est-à-dire qu'un docteur comprend une technologie et ensuite travaille et fait le lien avec, disons, l'industrialisation, ou crée des sociétés qui vont commercialiser un produit qui a eu ses fondements, finalement, ses balbutiements dans la recherche.
Parce que dans les systèmes d'information, il n'y a pas que des postes ultra techniques, enfin, il y a une variété de... Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, les postes dans les systèmes d'information sont en proportion sont de moins en moins techniques, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont une culture fonctionnelle des métiers des entreprises, et des gens vraiment techniques, il y en a moins qu'il y a quelques années, parce qu'il y a de plus en plus de progiciels, d'outils, de moyens finalement de mettre en œuvre des technologies sans qu'il soit pour autant besoin d'être soi-même un développeur, un technologue très très pointu. C'est important d'avoir une culture générale, c'est important idéalement d'avoir mis en œuvre ces techniques à un moment donné, soit au cours de sa formation, soit au cours des premières années. Et ensuite, il y a énormément de postes qui sont beaucoup plus fonctionnels, managériaux, de type organisationnel ou de coordination, si vous voulez. Donc ça peut ouvrir des possibilités pour Ça des noms d'ingénieurs en fait. Oui, c'est ça. Ça ouvre des possibilités à des noms d'ingénieurs sans pour autant verser dans l'excès à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a vu il y a un certain nombre d'années beaucoup de gens issus d'écoles de commerce et passant par le conseil notamment qui avaient un cursus finalement entre guillemets d'informaticien. C'est très bien parce qu'ils amènent énormément de valeur ajoutée, généralement de recul par rapport justement aux esprits métiers, ils ont une facilité par rapport aux métiers. Par contre, ils peuvent être limités un petit peu sur les aspects, la compréhension fine technique qui parfois est importante pour dimensionner des projets. Donc il faut soit qu'ils l'acquièrent, soit qu'ils se reposent sur des personnes qui l'ont. Donc effectivement, une cohabitation d'une population mixte de gens plutôt fonctionnels, voire donc d'écoles de commerce ou d'autres formations, est tout à fait enrichissant et intéressant. En revanche, si les ingénieurs eux-mêmes et l'ensemble des gens perdent leur technicité pour ne plus faire que du fonctionnel, il y a un risque de dérapage dans les projets et de manque de maîtrise des enjeux techniques et des délais, des coûts, etc. Donc, il faut arriver à un service informatique, une direction de système d'information, c'est un tout cohérent de personnes qui fonctionnent entre elles avec chacune leur spécificité, qu'elle soit organisationnelle ou bien plus technique. Alors vous en parliez un petit peu, est-ce que vous voyez des postes où il y a plus de demandes, d'offres ou moins de demandes dans certains postes aujourd'hui? Quelle est l'évolution du marché? Oui, l'évolution du marché, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, il y a des postes dans le domaine des progiciels, que ce soit où on connaît les grands noms, SAP, Oracle Applications, etc. Donc ça, ce sont des postes qui sont une tendance de fond, on va dire, du marché. Et puis d'autre part, il y a des postes qui ont émergé de par finalement, paradoxalement, la complexification des systèmes d'information, c'est-à-dire d'une part, ils se simplifient parce qu'on a plus d'outils, mais en même temps, comme on a beaucoup plus de communication, beaucoup plus de filiales, de pays, etc., qui interagissent, il y a une complexité qui induit des problématiques d'architecture, notamment d'urbanisation, comme on peut l'avoir dans une ville, tout simplement, puisque ce terme est issu de l'urbanisme. Donc des architectes, des urbanistes, ça ce sont des métiers effectivement qui sont en fort développement à différentes couches du système d'information, c'est-à-dire soit du côté fonctionnel, soit du côté très fonctionnel, stratégique, soit applicatif, soit technique. Donc ça c'est une fonction qui est tout à fait en développement aujourd'hui. Ça peut être également d'autres postes de type management de la production, avec beaucoup de problématiques aujourd'hui d'externalisation de la production, des systèmes, etc. Donc encore une fois, ce sont des postes qui ont besoin d'une assise technique, mais qui ont au quotidien surtout besoin de compétences de management, de capacité à signer des contrats, à suivre des projets, etc. Donc il y a vraiment le développement de ce côté relationnel et managérial au sein des systèmes d'information. Et puis il y a ensuite des postes, bien sûr nombreux aujourd'hui, dans le domaine de l'Internet, du mobile, qui sont effectivement une partie de croissance très importante du marché. Ça c'est tout à fait évident, avec pour
pour le mettre en œuvre des gens techniques. Donc il y a un certain nombre de postes techniques, il y a un certain nombre de jeunes ingénieurs d'ailleurs qui se lancent dans ces domaines-là et qui correspondent à une évolution du système d'information sur des moyens avec des capacités à avoir de l'informatique mobile, etc. Donc ça c'était aussi une grande orientation du marché. Des baisses? Les baisses peuvent être liées bien souvent à l'obsolescence des technologies. Dans l'informatique également, on a un phénomène qui est important de signaler, c'est que c'est généralement des métiers de gens relativement jeunes, avec finalement clairement une discrimination à l'âge, c'est-à-dire que plus de 40 ans, dans l'informatique, à moins d'avoir un poste de management déjà important, on est un peu considéré comme vieux. Donc par rapport aux technologies, c'est vrai que les technologies évoluent. On est passé de gros systèmes, de grands systèmes classiques à des systèmes départementaux, maintenant à des systèmes distribués, à des choses comme ça. À chaque fois, il y a des évolutions techniques. Et les gens qui maîtrisent les anciens systèmes peuvent être parfois recherchés fortement, puisqu'il peut y avoir aussi pénurie de ces personnes parce que les gens quittent ces technologies. Mais en revanche, à un moment donné, ces gens deviennent effectivement un peu ringardisés sur le marché puisqu'ils ne connaissent pas les nouvelles technologies. Donc ça, c'est aussi un conseil, là pour le coup, aux personnes qui prennent effectivement des années, comme chacun d'entre nous, c'est de rester au cœur finalement des techniques, d'évoluer, de ne pas se cantonner à la technologie qu'ils ont apprise, parce que sinon, effectivement, 20 ans après, ils peuvent se retrouver en forte difficulté et faire partie des 5 ou 6% d'informaticiens au chômage. Ça existe. Ça existe. Alors, est-ce que vous pourriez parler, pour finir en gros, donner des conseils tout simplement pour des étudiants qui seront en fin d'études et qui voudraient travailler par votre intermédiaire, notamment pour réussir à se faire recruter en entreprise, CV, lettre de motivation, entretien, des choses ou des critiques que vous faites sur les choses que vous voyez Oui, très bien. Alors, déjà, première chose, je pense qu'un étudiant, quelqu'un en fin de cursus, doit, même s'il n'est pas expérimenté, avoir une vision, bien sûr, qui va s'affiner au fur et à mesure des temps, des contacts, etc., de son projet professionnel. Il faut avoir un objectif d'avoir envie de travailler dans une certaine direction, donc ne pas hésiter à lire, à regarder sur internet les métiers, les choses comme ça, etc. Donc ça, c'est extrêmement important et il va en découler la lettre de motivation parce que la personne va postuler à un poste qui va avoir, on espère, un rapport justement avec son projet professionnel, avec le côté motivation qu'on évoquait tout à l'heure. Donc la lettre de motivation doit refléter cela. Cette lettre de motivation est importante. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de faire des lettres manuscrites parce que la graphologie est moins utilisée et si elle l'est, elle le sera en fin de course. Et à ce moment-là, on demandera effectivement une lettre manuscrite, mais la lettre de motivation sera naturellement tapée sur l'ordinateur, jointe à un document ou directement dans le corps du mail. Je conseille expressément de montrer une motivation et de ne pas faire comme certains candidats qui envoient une lettre circulaire au cabinet sans dire pourquoi, comment, etc. C'est un manque de politesse, je dirais à la limite, un manque de discernement et c'est évident qu'ils auront peu de retours et on peut s'attendre à ce que quelqu'un qui reçoit comme ça un CV balancé ne sera pas enclin à lui répondre. C'est assez logique. Bien que nous y répondions généralement, mais c'est quand même pas un conseil à donner. Ça c'est la facilité, donc l'avantage et l'inconvénient de pouvoir envoyer effectivement une candidature à de nombreux liens, à de nombreuses listes, sans forcément bien cibler sa candidature. C'est pas conseillé. Maintenant au niveau du CV, nous sommes dans un pays cartésien, donc il est déconseillé de faire un CV sur 5-6 pages, comme on peut le voir dans un pays anglo-saxon. Personnellement, je conseille de ne pas dépasser, pour un candidat confirmé, 2 pages,
je ne souscris pas forcément au fait d'absolument rentrer dans l'exercice de faire rentrer le CV sur une page, surtout pour quelqu'un de confirmé, parce que ça finit par devenir que quelques lignes et sans grande matière, mais pour autant, il ne faut certainement pas partir dans un roman fleuve et montrer effectivement sa personnalité au niveau du CV, que ça ne soit pas simplement des lignes coupées-collées, bateau, qu'on comprenne effectivement ce qu'a fait la personne dans son entreprise, ce qu'elle en a tiré, être le plus quantifié, le plus chiffré possible, et que le CV ait un rapport, bien sûr, avec qu'il y a un lien, un rapport avec le poste concerné. Donc, on peut considérer qu'un candidat peut avoir par exemple 2 CV en fonction de 2 types de postes qu'il vise, non pas qu'il manque dans son CV, mais plutôt qu'il va mettre en exergue des points de façon plus ou moins marquée dans une direction ou dans l'autre, selon ses, disons, les options qu'il pourrait prendre d'un point de vue de sa carrière. D'accord. Alors après, on peut également donner des conseils par rapport aux entretiens. C'est effectivement d'arriver préparé, de s'être renseigné, d'arriver dans une tenue adéquate par rapport à ce qui est attendu. C'est ce qu'on appelle le dress code, hein, dans un vocable d'issue anglo-saxonne, ou tout simplement d'avoir un comportement qui est en rapport avec ce qui est attendu. Donc il faut se renseigner un petit peu, c'est-à-dire que les us et coutumes d'une banque vont être plus feutrées, plus strictes évidemment qu'une société dans le domaine de la mode ou du luxe, etc. Donc il ne faudra pas arriver pareil. De façon générale, on peut dire que je déconseille d'arriver en survêtement et en basket, quel que soit le type d'entreprise, à moins d'être le PDG de Facebook. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est à prendre avec un petit peu quand même de recul, et dans lequel il faut éviter de rentrer pour ne pas choquer ses interlocuteurs, à moins d'avoir effectivement une assurance énorme de l'expérience, et pourquoi pas jouer la provocation comme la personne que j'ai citée. Mais là, vous me demandez des conseils par rapport à quelqu'un de relativement débutant, donc je le conseillerais plutôt d'être relativement dans le moule, d'être relativement classique, et tout simplement de montrer à l'entreprise pour laquelle il postule, au poste dans lequel il postule, qu'il est effectivement en adéquation, qu'il a compris le poste, qu'il est motivé par l'entreprise, et effectivement de le décliner autour de l'entretien de la façon la plus, je dirais, adéquate possible, c'est-à-dire ni naïve, ni non plus mensongère. Hein, tout simplement d'avoir une attitude relativement naturelle et constructive. Écoutez, merci. Merci.